3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Virginie Robert de nous accompagner également. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Présidente de Constance Associés, et Jean-Jacques Friedman avec nous également en plateau. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Vega IM. Donc, le sujet, c'est l'Europe. Pourquoi est-ce que l'Europe est devenue le nouveau sweet spot boursier des investisseurs globaux Jean-Jacques, je reprends la séquence depuis le début de l'année. Donc, on a vu des taux se détendre un peu au cours du mois de janvier et des actions européennes exploser à la hausse, plus 10% quasiment, c'était la perf mensuelle du mois de janvier. Mois de février, schéma différent pour les taux, puisqu'on a une remontée continue des taux cœur, notamment en Europe, jusqu'à franchir de nouveaux sommets pour les taux allemands, les taux français. Les actions européennes non seulement résistent, mais vont afficher une petite progression quand même sur ce mois de février. Et certains indices, comme le CAC 40, se sont même permis de battre, il y a une dizaine de jours, des records historiques. Oui. Stupéfiant. C'est un peu la surprise, ça, parce que c'est vrai que si on nous avait dit que avec la hausse des taux d'intérêt, le marché résisterait si bien, on aurait été surpris et on aurait pensé à une phase de consolidation. D'autant plus, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a quelques semaines, on n'était pas les seuls, mais on avait vraiment l'idée qu'on croyait plus pour une fois à ce que disaient les banques centrales que ce que jouait le marché. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en Europe, tout du moins, quand je rencontrais des stratégistes, tout le monde était un peu dans ce sens-là, en disant non mais ça va durer plus longtemps. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à un scénario où les taux rebaisseraient au S2. Et on s'est dit, il va y avoir l'intégration par les marchés de ce scénario, et ça va sans doute aider à la consolidation des marchés. Et ça n'a pas été le cas. Ce qui est assez étonnant, je pense, c'est parce qu'il y a l'argument qu'on sert depuis un bout de temps, qu'on avait utilisé d'ailleurs aussi, qui est du style les gens sont sous-pondérés sur les actions, il y a des liquidités, etc. C'est partiellement vrai, mais si ça avait été si vrai que ça, les performances auraient été meilleures l'année dernière. Parce que s'il y avait des liquidités l'année dernière, à moins que les gens se soient coupés complètement au plus bas, l'année dernière, les performances n'ont pas été faramineuses. Ça peut toujours arriver, donc, comment même chez les meilleurs. Quand le marché est baissé, là, les gens, soi-disant, étaient exposés, et quand le marché remonte, là, ils couraient un peu après. Donc, il y a peut-être des flux en provenance des États-Unis, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu la surprise. D'ailleurs, c'est peut-être le seul argument, parce que, naturellement, quand on atteignait, puisque nous, on avait l'idée, finalement, que on avait en gros, si on prend le CAC 6000, 6007 et que le nouveau range était 6007, 7004, et quand on se rapprochait de ces niveaux, très naturellement, on vend. Mais je pense qu'au contraire de quand on était bas, où là, il y avait vraiment un sentiment extrêmement noir et on peut prendre le contre-pied, là, c'est vrai qu'à notre tour, maintenant qu'on a un peu écrété, on recherche plutôt des niveaux d'entrée. Et je pense que quand on a vendu plutôt un peu les actions, etc., on a envie d'aller un peu peut-être dans des fonds diversifiés, justement, en disant que sur l'obligataire, on peut avoir plutôt... le chiffre de janvier était peut-être le dernier chiffre sur lequel il pouvait y avoir comme ça ces incertitudes-là. Dès février, finalement, on aura un effet de base, au moins pour les matières premières, extrêmement favorable. Oui, pour l'inflation du mois de mars, vous voulez dire ce qui tombera en mars de février à février, quand on comparera un prix du pétrole à 80 par rapport à 130, et l'aspect peut-être psychologique peut jouer. On sait qu'on va avoir finalement une contribution négative de ce chiffre d'inflation. Après, ce qu'il va y avoir, c'est que le cœur inflation, on devrait avoir notamment une inflation globale qui passe en dessous. Donc ce cœur de l'inflation reste un sujet, mais au moins il pouvait y avoir l'aspect psychologique favorable. Mais ce qui est marquant, Jean-Jacques, c'est qu'il y a bien un marché qui a tenu compte du discours des banques centrales. C'est le marché obligataire. Il ne price plus de baisse de taux ni aux États-Unis ni en Europe cette année. Les marchés obligataires intègrent le schéma higher for longer. Et dans le même temps, les marchés actions, eux, résistent à ce repricing auquel on a assisté sur les marchés obligataires. Quand, en 2022, dans toute la phase de front-loading, chaque fois qu'on réévaluait le taux terminal sur les marchés monétaires et les marchés obligataires, ça faisait tanker l'ensemble des classes d'actifs. Là, le sujet semble être circonscrit à ceux qui sont les premiers concernés, qui sont les obligataires. On peut trouver les arguments, mais je les trouve a posteriori. Mais j'aurais pas pu les anticiper. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on avait une idée de montée des taux, pas autant. On avait une idée au moins que le scénario, justement, comme quoi il y allait avoir un petit peu plus de hausse de taux. D'ailleurs, l'échange l'avait joué aussi avec un euro qui également s'était apprécié. Donc il y avait l'idée finalement que la BCE était en retard et que la hausse des taux se ferait plus tardivement. Et c'est vrai que c'est une relative surprise, il faut le dire, le fait que le marché tienne si bien. Je pense qu'il y a une approche aussi sectorielle. Après, alors on l'a tellement dit de fois, le rattrapage de la zone euro, parce que quand on remonte 10 ou 15 ans en arrière, il y a de telles différences de performance sectorielle, de telles différences de valorisation intrasecteur,
qui en partie se mérite, parce que c'est pas du tout la même histoire sur l'économie et l'industrie et les services américains, mais ça tombe maintenant, et le paradoxe, c'est que ça tombe au moment où le conflit dans notre pays, en zone euro, au moment où... Voilà, donc c'est un peu étonnant. Peut-être que l'appréciation quand même du change, avec l'idée malgré tout que le risque paraît asymétrique sur le dollar, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une première poussée, on reconsolide un peu, je pense qu'il y a beaucoup de gens vers 1,03 qui vont rejouer de nouveau une dévaluation du dollar, une appréciation de l'euro, donc peut-être que c'est ça qui favorise ces flux vers le marché européen. Puis un simple point de vue sectoriel, c'est vrai que dans les secteurs purement croissance, on va aller chercher aux États-Unis ou aux émergents, quand on est les secteurs plus traditionnels, on joue un peu l'Europe en cette matière-là. Donc nous, l'idée, c'est, on a écrété un peu, on aurait bien voulu que ça consolide pour que la hausse soit un peu plus saine, mais je ne pense pas que le marché est fini, et pourtant on avait bien joué le mouvement depuis longtemps, et malgré tout, ce n'est qu'une pause qui me semble être le cas, parce qu'il n'y a pas encore un sentiment euphorique dans le marché. Cette hausse n'est pas aimée, il n'y a pas un sentiment euphorique, et je pense que des gens vont peut-être rentrer, alors peut-être moins au travers d'actions, mais à travers peut-être des fonds diversifiés, des fonds perf absolus, des choses comme ça, qui ont quand même un delta action qui permettent de capter quand même, de rester exposé au marché action. Et qui permet finalement d'avoir ce dernier mouvement-là. Mais vous voyez bien, il n'y a plus de volume, etc. Dans un monde idéal, on aimerait bien que le marché retrace de quelques pourcents et qu'on se repositionne. Voilà. Je ne sais pas si ça arrivera. Ouais. Bah si, la semaine dernière, on a baissé de 2%. La semaine dernière, voilà, mais voilà. Et la semaine dernière, on s'est dit, tiens, mardi, mercredi, on va peut-être acheter. Mais voilà, trop tard. Bon, avant de sortir la boule de cristal, Léa, est-ce qu'on peut... Non mais si, non mais j'aime bien quand même qu'on explique ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a, de manière pertinente, de la substance macro à mettre derrière ce rallye action européen, derrière cette surperformance boursière de l'Europe, sur quelques mois, quelques trimestres? Si je veux être provocateur, même depuis le point bas de mars 2020, le CAC 40 met 20 points au Nasdaq. Voilà, j'ai refait encore le calcul tout à l'heure. Ça fait quasiment 3 ans que ça dure. Il y a deux éléments qui sont importants à très court terme, la partie taux et la partie Europe. Sur la partie taux, c'est exactement ce que vous mentionniez on a exactement les mêmes phases qu'on a connues successivement en 2022, un repricing du marché par rapport aux anticipations des banques centrales, des taux qui avaient trop ajusté et qui remontent. Là, aujourd'hui, nos modèles indiquent qu'on est proche des valeurs d'équilibre sur les taux de 10 ans US et sur les taux de 10 ans allemands. Il y a encore un peu de marge, on est autour de 3 sur les taux de 10 ans allemands, plutôt autour de 4 sur les taux de 10 ans US, mais les mouvements qu'on avait connus en décembre et janvier étaient probablement trop bas et il y a une revalorisation à faire. Donc ce qui se passe sur le marché obligataire aujourd'hui est en fait plutôt logique avec de la macro. Les marchés réintègrent un discours des banques centrales qui devient probablement plus clair et qui va encore être une phase très volatile sur les marchés obligataires sur le premier semestre parce que le marché n'a pas encore en tête le scénario d'inflation. L'inflation est très volatile, on va le voir au cours des prochains mois et surtout il va y avoir une persistance de l'inflation, pas de retour à 4, des mouvements encore qui vont rester très volatiles, on est plutôt proche des points hauts. Ça c'est le premier point sur la partie taux. Sur la partie Europe, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur les scénarios européens. On a enlevé les scénarios du pire, de crise énergétique, de guerre en Ukraine, et on a enlevé tous les scénarios adverses de l'ensemble des probabilités de scénarios qu'on pouvait mettre. Donc, dans ce scénario-là, tous les scénarios adverses étant partis, on a plusieurs types de scénarios, les no landing, les soft landing, les recession et tout ce qu'on veut. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur ce qui va se passer parce qu'encore une fois, on a très peu de visibilité sur l'inflation. Le scénario normal, quand on enlève les scénarios du pire, c'est de dire, aujourd'hui, on a un regain de pouvoir d'achat parce que la problématique énergétique est mise de côté, parallèlement à une hausse des salaires, donc on a passé le point bas probable de la récession et donc on va avoir un petit appel d'air parce que la consommation des ménages, parce qu'il y a les capacités d'investissement de la part des États européens et donc ça crée une sorte de dynamique, en tout cas un message positif, d'où le scénario du no landing actuel, qui met, je pense, beaucoup de côté tous les scénarios adverses qui sont une inflation qui est persistante, un discours des banques centrales qui n'est pas clair, des problématiques de resserrement des politiques monétaires qui se voient sur les conditions de crédit et qui vont impacter, un risque géopolitique, tout ça. On a tellement brassé le pire l'année dernière que ça fait du bien d'avoir cet appel d'air et que ça fait du bien d'enlever ces scénarios-là. Pour autant, on n'est pas sur un scénario qui est très clair et on a besoin de beaucoup plus de visibilité qu'on aura au cours des prochains mois. Mais en tout cas, il y a une sorte on évince le scénario du pire et donc ce rebond aujourd'hui, il est normal. Quand on enlève tous les effets, il y a encore des nouvelles positives
et un scénario qui peut se tenir sur la zone euro, en tout cas sur les prochains mois. Sur la thématique désinflationniste en Europe, c'est vrai que les premières estimations d'inflation février on a eu Belgique, France, Espagne, ça va pas dans le bon sens. Est-ce qu'à ce stade c'est normal ? Est-ce que c'est un simple décalage par rapport au phénomène américain qu'on a pu constater quand même sur plusieurs mois, qui semble peut-être marquer un coup d'arrêt là aussi depuis le début de l'année, mais qui a quand même permis d'avoir plusieurs mois successifs de désinflation, plus rapide même que ce qu'on imagine. Alors, c'était attendu, il y a des effets de base, il y a des effets adverses. Sur l'Europe, là ? Sur l'Europe. D'accord. Sur l'Europe, c'était attendu. Nous, on a encore février-mars en stats où les stats européennes vont être Le pic est à la plutôt hausse. encore peut-être là au mois de mars. Le pic est plutôt au mois de mars. Il y a encore probablement les chiffres qu'on va avoir là, plus le mois prochain, qui seront attendus en hausse sur l'inflation. C'est normal. Il y a à peu près, on va dire, 3 trimestres de décalage entre l'inflation américaine et l'inflation européenne. Donc c'est normal qu'on ait encore ces effets sur l'inflation européenne. La vraie question, c'est on va avoir moins de problématiques sur le prix des biens, donc ça va baisser. On va avoir le même problème que ce qu'on a aux États-Unis, c'est-à-dire quid de l'inflation des services. Et donc où vont les salaires en zone euro ? Quels sont les effets de diffusion ? Est-ce que la hausse des prix de l'énergie va se diffuser dans les prix des biens et les prix des services ? Et comment ça va se passer ? Et c'est ça le vrai sujet en zone euro. On va avoir la même chose qu'aux États-Unis. Le headline va chuter. La question, c'est où est-ce que va le corps ? Et où est-ce que va le corps compte tenu du message aujourd'hui de la BCE ? Nous, on a plutôt des scénarios où l'inflation, sans resserrement massif supplémentaire des banques centrales, au-delà des 50, 75, même 100 points de base supplémentaires qu'on peut mettre, l'inflation s'arrêterait dans un range autour de 3,5, 4, et on ne retournerait pas sur des niveaux d'inflation de 2. Donc c'est ça le vrai sujet, qui va être un sujet important, mais qui n'est pas encore le sujet du marché aujourd'hui. Ça, c'est une séquence. C'est la séquence Q2 été. Et aujourd'hui, on peut se féliciter d'un scénario où les bonnes nouvelles sont là. Virginie, vous êtes grande spécialiste du marché américain. Je précise quand même que vous connaissez aussi très bien les marchés européens. Je le disais de manière un peu provocante, c'est le calcul que je tiens à jour jusqu'au 16 mars 2023. Le 16 mars, c'était le point bas en Europe. Et donc, dans 15 jours, on va fêter 3 ans de surperformance du CAC 40 par rapport au Nasdaq. Vous prenez n'importe quel indice européen et tous les indices européens sont beaucoup plus résilients à la hausse des taux. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au mois de janvier, vous avez un rebond du Nasdaq avec l'effet taux qui baisse, comme on l'a bien vu, des chiffres macro qui arrivent, qui perturbent le scénario, les taux se retendent et les valeurs de croissance rebaissent davantage. Bon, vous prenez Stock 600 parce que comparé le CAC, Grégoire, pardon, mais le CAC, je prends l'indice leader. Non, mais je le fais parce que le CAC est l'indice leader. Mais moi, je prends le Stock 600 quand même face au S&P 500 parce que c'est un peu plus comparable, on va dire. Là, c'est voilà, le premier poids sectoriel dans le Stock 600, c'est 17%, c'est les financières. Ensuite, vous avez la santé, l'industrie. Vous avez un spectre value. Prenez le premier poids dans le S&P 500, je rappelle que c'est 26% des techs. Si vous ajoutez à ça les 8% de communication, parce que dedans, vous avez quand même pas mal de choses, on n'est pas du tout, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes structurations. Ça, c'est le côté structurel. Donc, en fait, vous pouvez vous dire, au moment où les taux, on aura une lecture plus facile sur les taux, ça sera fini, ça sera le snapback. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut souligner, y compris pour l'Europe, c'est que tout ce qui s'est passé sur la hausse, rendons à César ce qui revient à César, c'est la qualité des résultats des sociétés. Il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'il y en a quand même qui n'ont pas très bien publié, elles ne sont peut-être pas beaucoup pénalisées, mais il y a encore beaucoup de sociétés, y compris européennes, qui sont plus, et là il y a un lag par rapport aux États-Unis, parce que sur les publications aux États-Unis, ça fait quand même 2-3 trimestres qu'on a déjà des guidance qui sont revus à la baisse, ce qui ne sont pas encore le cas. J'avoue qu'en Europe, on est un peu moins précis sur les guidances à venir. Mais si vous regardez, par exemple, à LVMH et que vous comparez à Apple, allez, c'est nos deux, on les aime toutes les deux, vous voyez bien qu'en 2023, sur Apple, on s'attend à un léger repli, que LVMH, on continue de grimper. Bon, mais si vous prenez depuis 2019, c'est marrant d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes métriques de croissance, comme l'une pour l'autre. Donc, et pourtant, elles n'ont pas fait le même chemin. Donc, vous voyez, tout dépend d'où on part. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des éléments. La Chine qui se rouvre, c'est beaucoup plus avantageux pour l'Europe que pour les États-Unis. Et on en a joué. Et on a eu des bons chiffres. On a eu les chiffres du tourisme. Ne serait-ce qu'en France, je ne sais plus combien, c'est 58 milliards. Les touristes étrangers. Voilà. Donc, il y a eu des choses. Le fait que... C'est 10% de l'économie française, il n'y a pas eu le scénario en moins. en Europe, il y a ce problème de choc énergétique. Pour le moment,
on est passé outre, mais bon, il ne faut peut-être pas ranger l'affaire dans le tiroir tout de suite, parce qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, tout simplement, il y a une logique dans tout ça. Et effectivement, aux États-Unis, on est beaucoup plus avancé et on est déjà dans le ralentissement. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de visibilité sur le rythme du ralentissement, l'ampleur, mais ce qu'on sait, c'est que ça ralentit. Et les sociétés le disent très clairement dans leurs publications, et elles en tiennent compte. Et l'économie américaine ne va pas si bien que ça, parce que quand on regarde le marché du travail et la consommation, on se dit, mais attends, c'est ultra booming. Quand on regarde le résidentiel, l'immobilier, l'inversion de la courbe des taux, etc., on se dit, oula, c'est plutôt en train d'aller vers le sud. C'est très difficile d'avoir une lecture. Bah oui. Aujourd'hui, il faut être très honnête, personne n'en sait rien. Et d'ailleurs, la Fed, je pense qu'elle va garder sa politique, et ce qui serait bien, de petits pas, pour pas se fermer les portes, et ça serait la façon la plus intelligente. Et ne spéculons pas sur où est-ce que seront les taux dans 9 mois. Vous les voyez pas revenir à 50 ou 75, la Fed? Rien n'est exclu. Oui, mais à 50, ils peuvent faire l'erreur de faire un 50. Ils peuvent faire une erreur. Si vous avez encore un CPI qui les démoralise, ils peuvent faire. On sait très bien qu'il y a toujours des excès. Souvenez-vous, quand une inflation était là et qu'elle rampait, ils ne la voyaient pas. Bon, c'est normal, c'est très compliqué. Bon, donc l'économie américaine, elle va pas si mal. Mais il y a des problèmes structurels. L'emploi, il est super bas, enfin le taux de chômage est super bas, mais il y a des zones où c'est en forte tension, et il y en a d'autres, c'est en train de on licencie. Donc voilà, c'est une flexibilité, ça a toujours été aux États-Unis. Donc le consommateur, là où on peut commencer à s'inquiéter, c'est que effectivement, c'était du jamais vu, il avait les poches pleines, il continue de consommer, il est encore très très présent, mais il consomme davantage avec sa carte de crédit. Donc oui, attention, mais tout ça va se réguler. Bon, maintenant, l'endettement des opérateurs, enfin des ménages ou des sociétés, est beaucoup moins dramatique qu'il n'a pu l'être dans le passé. Bon, c'est pas le cas de l'économie générale, mais voilà. Donc voilà, il faut que ça s'ajuste, et donc très difficile de savoir où ça va aller. Et dans ce cadre-là, s'il y a bien une réponse à apporter, c'est d'aller, nous, en tant qu'investisseurs, de vraiment choisir les dossiers qui vont, dans un environnement qui est plus compliqué, pouvoir avoir des marges sur EBITDA, notamment, qui sont confortables, parce que s'il y a un ralentissement, elles encaisseront très très bien. En revanche, celles qui sont un peu basses, et ça c'est partout aussi en Europe, c'est plus compliqué. Donc voilà, nous c'est ça notre recommandation, c'est on est investi, mais on choisit nos candidats. Bon, on a toujours un écart de valorisation important entre le marché américain et le marché européen, même si on a ce rattrapage, ce catch-up des actions européennes. J'en discutais avec un stratégiste à midi. Quand il regarde tous les secteurs du Stock 600 et qu'il regarde les comparables sectoriels américains, tous les secteurs américains sont mieux valorisés que les mêmes secteurs en Europe. Et au global, l'écart de valorisation est encore de 30%. C'était 35% au pire du pire en septembre 2022. Ça dépend comment on valorise. Oui, non, mais c'est pareil. Mais le PE forward traditionnel. Mais regardez les marges. Il faut regarder les marges, une fois de plus. Pas les mêmes marges. Regardez une marge d'un... Souvent, oui, on ne peut pas rattraper. Souvent, on ne pourra pas rattraper, parce que finalement, ça aussi, souvent, par rapport... A posteriori, on interprète ça souvent comme une marge politique, finalement. C'est-à-dire que quand politiquement il y a des doutes, c'est là où finalement l'écart se fait entre les valorisations. La prime de risque s'exprime, quoi. Il n'y aura pas rattrapage, il n'y a pas, hélas, il n'y a pas une qualité d'entreprise derrière, avec la même mondialisation, avec le fait de pouvoir avoir les mêmes business models. Donc on ne va pas rattraper ces éléments-là. Je pense que dans les choix aussi, fallait vraiment, en début d'année, ce qu'on essaie de faire, c'est délaisser vraiment les secteurs défensifs. C'est-à-dire qu'il y avait des secteurs où les investisseurs anticipaient vraiment le pire, le drame, et voulaient se protéger avec des valeurs défensives qu'on trouvait très chères. Et je préfère soit des cycliques européennes, où là, vraiment, il y a de la valorisation, soit des valeurs de croissance US, où là, il y a un vrai potentiel de qualité de boîte, et ça mérite d'être payé plus cher. Donc je pense que ce qu'on continue à délaisser malgré tout,
derrière les mouvements, c'est vraiment ces valeurs défensives qui avaient été trop jouées sur le marché. Ouais. Sur la réouverture chinoise, effectivement, alors qu'il y a un point structurant de la hausse des actions européennes, oui, Jean-Jacques ? Non, sur la réouverture chinoise, on voit bien que là aussi, on se forgeait beaucoup de choses par rapport au pétrole qui n'arrive pas, et on voit bien que ce n'est pas les mêmes types de relance qu'on avait connus historiquement, et que ça place plus peut-être par le consommateur chinois que, alors même l'idée, nous aussi, c'était un élément supplémentaire pour jouer l'Europe par rapport au fait que l'Europe exporte davantage vers la Chine, mais on voit bien que c'est un type de relance différent, et que ça reste peut-être un peu plus interne Chine que ce qu'on pouvait anticiper il y a quelques semaines. Là aussi, Léa, est-ce qu'on peut mettre un peu de substance macro derrière l'idée de la reprise de la consommation en Chine, liée à la réouverture sanitaire violente, brutale, qui a eu lieu dans le pays ? Parce que là aussi, le marché va toujours très vite. En tout cas, il anticipe tout de suite la fin de l'histoire. Les valeurs des casinos à Macao ont déjà plus que doublé. Le luxe est déjà revenu en Europe à ses niveaux historiques. On n'a pas attendu de vérifier que le consommateur chinois allait refaire la queue sur les Champs-Élysées ou revenir dans les casinos de Macao pour que le marché anticipe déjà les conséquences de tout ça. Mais ça mérite quand même d'être validé dans les jour après jour. Alors, il y a plus... Alors, le marché en tête que la Chine serait le seul pays au monde qui ne connaîtrait pas plusieurs vagues de Covid. C'est déjà le premier point. On raisonne aujourd'hui sur un scénario où la Chine rouvrirait sans vagues supplémentaires et ce serait le seul pays au monde qui connaîtrait ça. Peut-être. Il n'y aurait pas le stop and go qu'on a pu connaître. Voilà, qui serait... probablement. J'ai eu un gros stop quand même. Mais ce serait ce premier point. Le deuxième point, c'est que on va avoir cette année en Chine le même problème, ou en tout cas la même vision que ce qu'on a eu sur les pays européens ou autres. On a des effets de base qui sont tellement énormes qu'on va être complètement perdu en termes de chiffrage. On va avoir des effets de base monstrueux cette année, et donc on va avoir des chiffres qui sont très bons, mais un sous-jacent qui, au final, n'est pas si bon que ça. Il faut toujours rappeler que la Chine a un problème structurel qui était présent avant le Covid, qui sera toujours présent après, de ralentissement, de vieillissement de la population, accentué par des faiblesses dans le secteur immobilier, avec des problématiques qui pourraient se rediriger vers le secteur bancaire. Donc tout le sous-jacent chinois n'est pas bon et ne le sera pas, malgré le rebond qu'on connaîtra cette année par le rebond de l'économie Covid. Donc oui, on va avoir un rebond de la consommation. Oui, l'économie chinoise va être un modèle porteur pour l'ensemble des économies, pour les zones émergentes. Donc ça va être un moteur très fort pour cette année, on le voit déjà. Des Chines vont faire la moitié de la croissance, vont participer à la moitié de la croissance mondiale cette année. Oui, et puis en plus, on a toute cette logique maintenant de régionalisation. C'est-à-dire que ce sont les zones porteurs qui vont fournir l'ASEAN. Donc on va avoir toutes ces dynamiques qui vont s'auto-entretenir. Donc on va avoir un effet très porteur. Le scénario global émergent est très bon cette année parce qu'il y a cette reprise Chine, mais qu'il y a aussi tous ces effets qui s'auto-entretiennent. Donc on aura quelque chose de très bon cette année. Pour autant, les problématiques structurelles chinoises sont présentes et vont rejaillir. Donc on va arriver sur des chiffres entre 5 et 6% de croissance cette année. La croissance potentielle chinoise d'ici, on va dire, 2025-2030, elle est sous les 5%, voire nettement moins. Et donc, au-delà de ces effets très positifs, il y a des problématiques, avec une problématique politique qui est très forte, qu'on oublie, qu'on met de côté, mais des problématiques politiques qui sont très fortes. Donc oui, c'est un bon signal. Oui, on a un effet rebond, d'autant plus surprenant qu'il n'était pas attendu. Donc oui, c'est très bon. Maintenant, ça ne doit pas masquer toutes les fragilités de l'économie chinoise. Il ne faut pas se laisser aveugler. Il y a un côté un peu one-off dans ce qu'on va vivre côté chinois cette année. C'est très bon. Enfin, il ne faut pas non plus enlever cet effet rebond post-Covid, mais on a des problématiques sous-jacentes derrière. Les actions chinoises, elles ont quand même un peu rendu de la hausse, Jean-Jacques. Oui, ouais. Mais c'est un marché sur lequel on est aussi revenu. Sur le marché chinois, il nous semble justement qu'il y avait un excès de pessimisme sur ce marché. Après, oui, je crois que la croissance potentielle, il faut avoir en tête que c'est nettement en dessous de 5 par la suite. Et il y a toujours les mêmes problèmes de gouvernance, d'alignement d'intérêts à avoir. Mais là aussi, il y avait un excès de pessimisme. C'est plus facile d'intervenir. Alors, sur la surprise chinoise, sur la réouverture, oui et non. Parce que ça, c'était un des éléments aussi par les gérants externes qu'on a sur le marché chinois. Au moment finalement où le 20e congrès du Parti communiste se clôturait, ils disaient, vous allez voir, on n'imagine pas une telle forme de libéralisation, mais il y avait quand même l'idée
d'une gestion différente de la Covid et qu'il pouvait y avoir des avancées. Et c'est pour ça que le marché a plutôt un peu décollé à ce moment-là, avec plusieurs investisseurs qui sont mais on a l'impression revenus. que l'essai n'a pas été vraiment transformé en fait. Alors ça a été massif, hein, ça a pris 50%, parce que c'était quand même très value, faut le dire, très sous-investi, etc. Et qu'il y a eu un peu de hot money suffit à faire repartir violemment. Mais depuis le début de l'année, finalement, ça fait plus rien et c'est même négatif en février. Oui. Après, je pense que peut-être qu'un investisseur se dit finalement l'Europe est un compromis peut-être un peu plus intéressant à jouer avec des critères ESG qui deviennent très importants et qui sont beaucoup plus forts en Europe. Donc c'est peut-être aussi un élément finalement de valorisation d'une certaine manière sur le marché européen. Oui, donc l'idée que la Chine n'est plus totalement investissable comme avant, c'est quand même une idée qui traîne encore. Ça a laissé quand même quelques traces. Ça a marqué les esprits. Voilà, bien sûr. Il y a eu des revirements qui ont fait qu'il faut être très vigilant. On investit, bien sûr. Bon. Assemblée générale du peuple à partir de ce week-end en Chine, c'est ça. Donc on verra bien. Là aussi, il y aura encore des guidances économiques qui seront livrées par le pouvoir politique chinois à partir de ce week-end. Dans une logique de stock picking, je reviens vers vous, Virginie, sur ce marché américain. Donc vous disiez marge d'EBITDA, donc ça c'est la clé. C'est une des clés. Ah non mais oui, du coup ça veut dire c'est où est-ce qu'on trouve des idées intéressantes, quel type d'entreprise ont la capacité à préserver ou à amortir peut-être un choc sur les marges plus que d'autres. On les connaît, hein, c'est toujours les mêmes. Ah oui. Ben oui, non. Alors, il faut avoir un portefeuille diversifié. Donc, tout, c'est toujours ce qu'on a maintenu, hein, évidemment. Mais on avait commencé à revenir, en fait, sur des titres, des sociétés qui ont été largement pénalisées l'année passée. Donc, on est revenu tranquillement, hein, petit à petit. Il y a même des titres sur lesquels on a déjà pris des plus-values. Hein. Le rebond de Netflix, qui a fait quand même... qui a doublé depuis son point bas de juin 2022. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, parce que le marché est excessif, hein, dans les deux sens, faut bien le comprendre. Donc, faut essayer de naviguer. Voilà. Après, nous, effectivement, c'est la qualité, c'est les avantages compétitifs. De toute façon, c'est ça. Et c'est la possibilité pour l'entreprise de continuer de gagner des parts de marché et même... Justement, dans un scénario de crise, c'est peut-être parfois même une opportunité. Donc, comment on construit le portefeuille ? C'est ça, c'est différentes sociétés, la qualité, la visibilité, de la résilience sur de la récurrence du chiffre d'affaires, de la résilience sur les marges. Parce que vous allez voir, là, nous, on est rentré déjà aux États-Unis dans la compression des marges. Ouais. Et là, sur les résultats qui ont été donnés, les attentes sur les earnings pour 2023, ils ont encore été réduits, d'accord, par rapport à début janvier. C'est pas encore vraiment le cas en Europe. Non. Donc attention, peut-être que ça n'arrivera pas, hein, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se montrer vigilant. Donc voilà, il faut avoir effectivement, aujourd'hui, on va pas avoir 6% ou 7% de Apple comme dans le S&P, mais c'est toujours bien d'en avoir. Et puis nous, on a remis un peu de software. Et puis on continue à avoir de l'industrie. Bon, nous, on aime bien l'industrie de la défense, donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, on continue dans ce sens. Et dans la consommation, on a toujours eu un biais consommation discrétionnaire, mais vraiment bien choisi, parce que là, il y a vraiment de la différenciation. Et sur les staples, enfin les consommations de base, on se pose la question, elles ont reculé. Mais attention, il faut bien choisir. Vous avez vu un Walmart. C'était cher, la dernière fois. Le Coca, c'était le même PE que des valeurs de la tech. Absolument. Donc il faut être un peu prudent, parce que là, le discours de Walmart, dans sa publication la semaine passée, là, non, on ne peut plus passer des hausses de prix. Non, Target, ils font des discounts les aussi. Les industriels, il faut vous calmer, parce que sinon, on des références. Enfin, on connaît ce débat, on l'a en France également. Donc, voilà. L'exercice, il est plus compliqué. Donc, il faut vraiment bien choisir. Ouais, mais dans la tech... les grands noms de la tech américaine, on retombe toujours sur les mêmes. Il n'y a pas de, révolution de ce point de vue-là. Si, il y a bien sûr. Il y a dans la cybersécurité, vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez au moins 20 sociétés différentes. Hein, donc, vous pouvez faire votre différenciation. Et puis, évidemment, il y a toujours les grosses qui sont là. Mais bon, le match Microsoft-Google, je trouve que c'est pas un match
c'est beaucoup trop tôt. Enfin, je veux dire, et puis tout le monde, les gros en profiteront parce que le chat GPT, enfin, l'intelligence artificielle, on sait bien, il faut avoir de la data, il faut en avoir beaucoup et depuis longtemps. Sinon, ça ne sert à rien. Vous n'allez rien produire. Et donc, qui est-ce qu'il y en a? Voilà. Donc, dans le service à la santé, dans les medtech, il y a des choses, il y a des choses qui avaient reculé aussi. Donc, il y a vraiment de quoi faire. On n'est pas obligé d'être concentré sur les GAFA. Je ne sais plus quel CEO américain a eu cette phrase là il y a quelques jours. ChatGPT va être le moment iPhone de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé ça assez. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas. Ils vont pas inventer l'intelligence artificielle, mais l'usage grand public, démocratisé, que l'iPhone a apporté, des outils qu'on connaissait déjà. Internet, Apple n'a pas inventé Internet et n'a pas inventé le smartphone en tant que tel, mais il a quand même inventé l'outil qui permet. Et que là, il n'y a pas vraiment. C'est pas pareil. Là, non, je ne dirais pas ça. Moi, je vois plus à l'image de la blockchain. Qui est un passage pour pouvoir déployer beaucoup d'applications. Et c'est ça, ChatGPT, enfin l'intelligence artificielle, le machine learning, on était déjà dedans. Et effectivement qu'il va y avoir des tas d'applications. Mais attention, parce qu'il y aura peut-être des choses qui seront plus régulées. D'ailleurs, il faut que... Mais c'est le moment où l'usage se démocratise. Et plus réservé aux macroéconomistes ou aux modélisateurs. C'est une interface. En fait, ChatGPT, c'est les modèles BERT qu'on utilise depuis des années. On a ouvert une interface pour que n'importe qui puisse être data scientist, et c'est une révolution. Mais comment vous monétisez? Quelle sera, attention, parce qu'il va falloir réguler également, là, parce qu'on va se retrouver encore dans des sujets. Remarquez, c'est bien, ça déplacera les sujets. Contrairement à l'iPhone, il n'y a pas forcément l'objet, il n'y a pas le produit, mais il y a quand même un usage. Non, mais bien sûr. Qui n'était pas permis pour un public aussi large jusqu'à bien présent. Sûr, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et on ne s'est pas garanti à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut cerner quand même le sujet. Mais oui, bien sûr, c'est très bien. Mais j'ai trouvé que c'était un parallèle intéressant intuitivement. Je trouve que ça permet de comprendre. Il n'y a plus besoin de coder pour faire de l'IA. C'est ça. C'est incroyable. Non, nous, on le voit dans notre quotidien, dans notre manière de travailler. On utilise des modèles d'IA purs. Aujourd'hui, ça démocratise, ça ouvre la recherche vers une vitesse folle. Sur les derniers mois, on est allé aussi vite que sur les dernières années. Tout le monde en parle. Et ça va être une manière de mettre ça sur le tapis et que tout le monde s'en empare. Après, voilà, il y a beaucoup de sujets d'éthique. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui vont arriver sur le tapis. Mais si c'est fait de la bonne manière, ça va être une révolution pour que tout le monde y ait accès. C'est un moment grand public. Normalement, oui, il faut que les gens s'en emparent. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Bon, c'est intéressant quand même, je trouve, comme thématique. Ah oui. De toute façon, on est lancé dedans. Oui, bien sûr. Bah oui. Ça explose aux yeux du grand public. Bon, un mot quand même de stratégie d'investissement chez vous, chez Vega IM. Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on garde comme position par rapport aux tendances là, qu'on vient de décrire? Qu'est-ce qu'on a envie de rééquilibrer peut-être? Vous voyez, nous qui sommes plutôt gérants croissance à la base, on le répète souvent, et qui sommes sur les valeurs du tech, du etc., on a rentré cette année des valeurs qu'on n'avait pas depuis très longtemps, ou presque qu'on n'a jamais eues. Des Stellantis, des Renault, des Tracker Bank, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vraiment le mouvement qu'on avait envie de jouer cette année, et je ne pense pas qu'il est fini. Et ce qu'on va compléter, je pense, c'est justement par rapport au taux d'intérêt, sur lequel on va compléter, revenir sans doute surpondérer sur la partie obligataire. On avait fait aussi du crédit. Et je pense que le souverain traditionnel, on arrive sur des niveaux de taux où on voit bien qu'il y a de la volatilité, mais que le risque paraît quand même asymétrique. Peut-être une des raisons aussi pourquoi le marché s'est précipité. Alors on avait, nous, l'idée, et on décale parce qu'il se construit davantage, qu'on pouvait démarrer très très fort l'année, et que l'année serait peut-être faite en mars et qu'après c'est fini, quoi. Il y avait un peu ce sentiment-là. Et justement, si on reprend le parallèle de l'inflation, l'idée que c'était très facile d'avoir une inflation qui passe de 10 à 4, notamment aux États-Unis, mais qu'ensuite ça va être plus compliqué avec peut-être des petites résurgences, quoi. Et donc c'était l'idée, allons vite, précipitons-nous, et après ça sera peut-être plus jouons la partie compliqué. Facile. Voilà, jouons la partie facile. Le reste, ça sera plus compliqué, parce que l'inflation, si on la décompose entre les biens, entre l'énergie et entre les services, alors on voit bien que dans les services, il y a l'amélioration des loyers, parce qu'avec les taux d'intérêt plus élevés qu'on a eu, on devrait avoir une baisse de l'immobilier puis des loyers, mais la partie salaire, et notamment aux États-Unis, elle reste extrêmement forte. Il y a un vrai changement sur la partie salaire. Et ça empêche, comme vous disiez, de revenir à des niveaux de 2%. Mais est-ce que la Fed se battra pour revenir à un niveau qui n'est pas possible?
Voilà, c'est la question. Qu'est-ce qui se passera quand on sera à 4% et que Voilà. tout le monde s'apercevra qu'on ne peut pas Et faire c'est mieux? peut-être très bien comme ça. Il y a deux réponses. La première, c'est compte tenu des niveaux de dette, compte tenu de l'incertitude, est-ce que la Fed va aller monter les taux à des niveaux de 7 ou 8, quitte à provoquer un crack compte tenu des niveaux de survalorisation très forts? C'est un sujet. Nous, on prend plutôt le parti que la Fed ne jouera pas l'overkill et ira chercher des messages de transformation de cibles autour d'une cible, autour de 3, pourquoi pas. Que cette année va être un exercice compliqué, comme ce qu'on connaît depuis les 2 dernières années, en termes de communication de banque centrale, où elles vont devoir être assez malins pour montrer que 4 est un problème, mais que ce n'est pas un problème qui va nécessiter un overkill, c'est un problème qui va nécessiter un changement de cible et tout le contexte global de transformation, changement structurel de l'économie peut être la clé pour amener ce sujet-là. Maintenant, ça va être très compliqué, ça va être très volatile sur les marchés obligataires ou autres, et que ça se fait quand même dans un environnement macro qui va être compliqué justement pour cette histoire d'inflation. Si on arrive en milieu d'année en disant on a une inflation qui est autour de 4, et comme aux États-Unis, des salaires autour de 4,5, ça va. Par contre, si on a une inflation qui est nettement plus élevée avec des salaires en dessous, est-ce qu'on ne va pas se faire de nouveau ces cycles, ces problématiques de pouvoir d'achat ou autre? La vraie question qu'on a aujourd'hui, au-delà des questions soft landing et landing, je vous rejoins totalement, l'économie américaine décélère. Et c'est très clair, au-delà de la volatilité qu'on a au mois le mois dans les données, les économies décélèrent, ça se voit. On ne va pas sur des scénarios de récession forte, mais les économies décélèrent. Maintenant, c'est est-ce qu'elles décélèrent et puis on a un effet rebond au second semestre que price aujourd'hui le marché, ou est-ce qu'elles décélèrent? Par contre, en seconde partie d'année, on a un problème parce qu'on a encore une inflation qui est persistante, voire qui remonte avec les problématiques énergétiques. Et c'est quel est le scénario sur le second semestre? Et ça, on ne l'a pas et on ne le voit pas encore. Et c'est vraiment ça le sujet au-delà du très Et puis court. la Fed est en retard depuis le début. Donc pour que l'économie rebondisse, il faut que la politique monétaire intervienne. Et elle tarde à intervenir. Donc peut-être qu'un des scénarios qu'on avait aussi en début d'année, c'est qu'on était relativement tranquille sur le premier semestre, mais après, peut-être que récession, enfin, ou un ralentissement fort, il peut y avoir, peut-être plus profond que ce qu'on anticipe maintenant, parce que justement, il n'y aura pas eu le relais de la politique monétaire, comme il devrait y avoir à un moment donné, pour lancer l'économie. Est-ce que le fait que la Fed ait décidé, lors de sa dernière réunion, de réduire déjà le pas des hausses de 50 à 25 et sans doute encore 25 pour le meeting du mois de mars, est-ce que c'est déjà un signe de l'attitude qu'elle pourrait avoir face à une inflation qui atteindrait un plancher un peu trop dur à 3, 3,5, 4%? Non, c'est ce qu'on disait. Non. Il vaut mieux aujourd'hui le faire en petits pas. On a une économie qui décélère, une inflation qui décélère aux États-Unis, un marché du travail qui se tient bien. Elle le fait de manière logique en gérant le soft landing pour l'instant. Donc elle n'a pas d'intérêt à aller chercher un 50 ou un 75 points de base alors que l'économie est déjà en train de décélérer. La question, elle se pose plus au cours de l'été, voire après. On va avoir des inflations qui seront certes à 4, mais qui resteront à 4. Et là, on va dire, qu'est-ce que fait la Fed? Est-ce qu'elle arrête? Est-ce qu'elle continue des pas de 25? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle aille à 50 pour faire dérailler la chose? C'est là le vrai sujet. Qu'elle lui fasse 25 ou 50, franchement, c'est pas tant un sujet. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle, dans les modèles fondamentaux, nous on est déjà sur des niveaux, la Fed est déjà restrictive, on est déjà au taux neutre, le taux neutre est déjà atteint. Et donc tout ce qui est au-dessus est déjà restrictif et va peser sur l'économie, sachant que l'effet de politique monétaire commence à être visible seulement aux États-Unis. Donc elle a plutôt intérêt à faire du 25 et à être data dependent et à voir la manière dont l'économie atterrit, en espérant que l'atterrissage soit un soft landing. Il sera temps ensuite de soit modifier le message, soit d'aller plus loin si on a de nouveau un choc d'inflation, mais pour l'instant elle est plutôt en ligne. Un mot de l'IRA américain. Est-ce que ça représente pour vous des ressources et un nouveau champ d'investissement sur le marché boursier américain, Virginie? Non, mais je pense que c'est une tendance qu'on va vivre. Enfin, c'est du long terme. Je veux dire, c'est le repli sur soi et le. Voilà, il faut produire chez soi, il faut vendre chez soi, il faut privilégier. C'est pas simplement les États-Unis. Bon, évidemment, les États-Unis, ils s'imposent toujours et ils font un peu plus de bruit et ça agace fortement. C'est normal. Mais ça, moi, je pense qu'on est rentré dans ce chemin, quelles que soient les économies développées.
Pas s'attendre à ne... Oh, ce n'est pas la fin de la mondialisation, bien Non. évidemment. Mais quand Non, mais même, ça veut il y a dire des prises flux de capitaux conscience. beaucoup plus Absolument. dirigés quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, oui, bien sûr qu'il faut le prendre en compte, parce que ça veut dire aussi que dans le système de production, dans les chaînes de production, il y aura, je parle toujours de cette gourmandise qu'on a sur les marges. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans ce dogme d'avoir... voilà. Même que pour l'inflation, je pense qu'on est dans ce dogme des 2%. C'est beaucoup plus ce couple inflation-croissance qui est intéressant à considérer. Bien sûr. Comment on optimise une inflation la croissance assez, nominale. mais avec une bonne croissance, c'est très bien. Voilà. Donc, oui, ça, on est sur une tendance, je pense, long terme, ce sujet-là. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associés, Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics, et Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM, nous accompagnaient en plateau.